menu de l'actualité de cette semaine, on peut noter la poursuite de la tournée du chef de l'État Patrice Talon. Depuis ce jeudi 7 janvier 2021, le président de la République a repris son bâton de pèlerin et va au contact des populations des 17 communes restantes, ceci dans le cadre de sa reddition de comptes démarrée en novembre de l'année écoulée. Puis, ces décisions de la Cour constitutionnelle relatives d'abord à la prorogation du mandat du président de la République, le président en exercice bien sûr, et suite au recours de certains citoyens également sur la question du parrainage pour le compte de la présidentielle de 2021. De nouvelles nominations sont intervenues mercredi dernier en Conseil des ministres au ministère de la Justice et de la Législation. D'autres actualités pas moins importantes ont été abordées, relayées durant cette première semaine de l'année 2021 avec nos confrères sur le plateau. Mesdames et messieurs, nous allons décrypter ces différentes actualités de la semaine. Bonjour, bienvenue sur ce numéro de l'Hebdo des éditorialistes. Nous sommes aujourd'hui 10 janvier et je me dois de souhaiter une bonne fête des religions endogènes à tous les adeptes, dignitaires et garants de nos traditions et religions endogènes. Sur ce plateau, donc, ce matin, je reçois 3 invités, 3 confrères. Félicien Fayon, il est journaliste au quotidien Le Matinal. Félicien, bonjour. Bonjour Rafiatou. Comment vous allez ce Très matin? bien. Meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup, réciproque. En face de Félicien Fayon, Ricardo Loïc Kwekou, lui il est journaliste à la télévision nationale. Bonjour. Bonjour Rafiatou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Arnaud Doumaron, journaliste au quotidien La Fraternité. Bonjour Arnaud. Bonjour cher Rafiat. Nous allons au contact, nous allons découvrir les différents sujets qui ont retenu vos attentions respectives au cours de cette semaine. On commence par Ricardo. Absolument, le tout premier sujet qui a retenu mon attention, c'est la tournée du président de la République. Vous l'avez su bien annoncer, le chef de l'État qui a repris donc sa tournée. Il est allé donc au contact des populations, ceci dans un exercice de reddition de comptes. Je crois que nous avons tous suivi la première phase de cette tournée, phase au cours de laquelle le président de la République a rencontré un certain nombre non seulement de maires dans différentes communes, mais surtout les populations à la base qui ont manifesté donc l'envie de rencontrer le chef de l'État, de lui dire combien elles sont contentes. Je veux parler de ces populations-là, de ce qui est fait, de toutes les réformes qui ont été entreprises depuis 2016 jusqu'à nos jours. Et vous avez suivi, comme moi également, que récemment, donc, que ce soit à Ndali, à Perere et bien d'autres communes, le chef de l'État a repris donc ce langage assez franc avec lequel il s'exprime tout le temps d'ailleurs, c'est d'appeler les uns et les autres non seulement à la mobilisation pour travailler encore. On va revenir sur les discours du chef de l'État. Un autre sujet? Un autre sujet, c'est celui qui a trait donc aux nominations, vous l'avez dit, à la chancellerie et puis également à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'accord. Alors Félicien Fayon, qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de cette semaine? C'est beaucoup plus les débats, les commentaires autour donc, de cette décision de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a eu 2 décisions, il y a eu 2 décisions importantes qui, moi, m'ont retenu mon attention. C'est celle relative au parrainage, également la décision qui rétablit M. Désiré Vaudoun dans ses droits, qui peut désormais voter ou bien candidater à n'importe quelle élection en République du Bénin. Donc nous allons essayer quand même d'en discuter. Arnaud Doumaron. Il faut dire que ces décisions de la Cour constitutionnelle également ont retenu mon attention au cours de cette semaine parce que elles sont sujettes à polémique et beaucoup plus dans le cas de la prochaine présidentielle. Je crois que ce sont des sujets intéressants. Alors pourquoi tant de polémiques autour de cette décision ou de ces décisions, j'allais dire? Tant de polémiques parce que vous savez que on a envie de retrouver cette Cour constitutionnelle qu'on a eu par le passé, cette Cour constitutionnelle qui, lorsque nous sommes dans l'impasse, lorsque la situation se complique, venait bien souvent à décanter, à renvoyer les uns et les autres. Aujourd'hui, on est un peu en manque de cette Cour constitutionnelle-là. Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Vous voyez par exemple sur la question du parrainage, vous avez l'occasion d'entendre plusieurs fois
le président, le professeur Djokbenou dit que tant que les gens ne vont pas saisir la Cour, que la Cour ne pourra pas trancher la question. La Cour a été saisie. Mais finalement, la décision de la Cour a été rendue publique. A été rendue publique. Alors, et donc, cette décision n'a pas tranché. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que, vous voyez, cette décision, vous avez entendu Djokbenou dire plusieurs fois, le président Djokbenou dit plusieurs fois, tant que les gens ne vont pas saisir, il y a beaucoup de polémiques, mais tant que les gens ne vont pas saisir, bon, la Cour ne pourra pas trancher. Voilà, la Cour a été saisie. Et la Cour a tranché. Où est le problème? Si vous trouvez que la Cour a tranché, que mon ami Félicien en face. La Cour a tranché. Où est votre inquiétude? C'est quoi? La Cour n'a pas tranché. Qu'est-ce que la Cour a fait? Mais quand la Cour dit qu'elle n'est pas compétente, la Cour a rendu sa décision. Quand la Cour dit qu'elle n'est pas compétente, est-ce que vous pensez que la Cour a tranché? Au contraire, la Cour a relancé. La Cour est-elle tenue de respecter ou de parler, d'aller dans le sens de l'autre? La question fondamentale, c'est quoi? À quoi sert cette Cour constitutionnelle-là si désormais, lorsque le pays est dans des situations telles que nous voyons là, elle ne peut plus servir à résoudre ces problèmes. Si elle ne peut plus être garant du fonctionnement des institutions, si elle peut être garant des libertés, si elle peut être garant d'un certain nombre de sujets sur lesquels tout au moins se dit, bon, c'est la plus haute juridiction constitutionnelle, c'est elle qui est habilitée à contrôler les lois, donc pour le contrôle de constitutionnalité. Et donc, en cas de problème, en cas d'impasse, on a souvent eu, en tout cas, pour l'histoire que nous connaissons de cette juridiction-là, on a souvent eu la Cour constitutionnelle qui, bien des cas, a tranché. Je prends par exemple, je donne l'exemple de 2015 où, vous savez que sur le régime de Boni-Ayi, on a eu beaucoup de difficultés à organiser certains scrutins. Mais la Cour a donné des injonctions. C'est la Cour qui a carrément convoqué le corps électoral pour l'organisation, la tenue effective, par exemple, des législatives de 2015, si je ne m'abuse. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez une juridiction pareille, qui, par rapport au contexte, par rapport aux situations, arrive à départager, à faire progresser les choses, vous vous retrouvez, il y a une certaine fierté à avoir ces juridictions-là. Aujourd'hui, la Cour perd un peu de cette chaleur-là, la Cour perd un peu de cette beauté-là. Vous avez vu, par exemple, quand vous prenez, par exemple, pour le cas des élections législatives de 2019, vous avez vu, la Cour a quand même trouvé, a inventé la question du certificat de conformité, et cela nous a conduit dans l'impasse. Ouais. Aujourd'hui, la Cour a manqué le coach, c'est-à-dire la Cour a raté l'occasion de pouvoir se remettre au devant de la scène, de pouvoir se réconcilier avec les Béninois et de trancher cette question-là une fois pour toutes. On aurait pu dire, mais bravo à cette juridiction-là, mais nous avons manqué de dire ça au terme du verdict que nous avons suivi au cours de la semaine. Félicien Fagnon, êtes-vous d'avis avec Arnaud de Mahou? La Cour a-t-elle manqué de jouer son rôle? Bon, ce sont ses impressions à lui, et c'est des impressions personnelles. Ce que je dirais aussi, ce seraient mes impressions personnelles à moi. Mais je pense que la Cour a rendu une décision, et ce qu'on attendait d'elle, c'est une décision, et elle l'a rendue. Parce que lorsque vous saisissez la Cour, il y a 3 types de décisions qu'elle peut rendre. C'est-à-dire qu'elle vous donne raison, ou bien elle va contre la requête, ou elle se déclare incompétente, ou encore elle peut déclarer irrecevable votre requête. Mais dans le cas précis, la Cour a accepté la requête, elle l'a étudiée, l'a instruite, et elle s'est déclarée incompétente, mais avant, elle a quand même donné des explications. Elle est partie des explications pour venir là. Parce qu'en fait, la Cour n'a pas à remettre en cause ce que le peuple béninois a décidé si cela ne va pas contre la constitution béninoise. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Or, déjà par le passé, la Cour constitutionnelle avait déclaré la loi portant code électoral qui institue, bien sûr, le parrainage. La Cour l'avait déjà déclaré conforme à la constitution. À partir de cet instant, la constitution n'est plus violée. La constitution n'est pas violée. Et je précise aussi que nous ne sommes pas en situation de blocage, parce qu'on nous disait que c'est le moment pour la Cour de sauver, de trancher. Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de bras de fer. Du tout pas. L'Assemblée a inscrit une disposition dans la loi, la Cour l'a validée, elle a été promulguée, ça fait déjà plus d'1 an. L'opposition n'avait rien dit. Nous sommes à 2-3 mois des élections, et c'est maintenant que quelqu'un a saisi la Cour. La Cour doit-elle se dédire? Non. Maintenant, la Cour estime que si des gens pensent que elle avait déjà déclaré conforme, ce qu'elle avait déjà déclaré conforme à la Constitution n'est pas
peut-être juste devant eux, qu'elle est alors incompétente pour en parler. Et donc, quand la Cour dit qu'elle est incompétente, ce n'est pas que nous sommes bloqués. Il doit y avoir des juridictions qui sont supérieures à la Cour. Les gens n'ont qu'à simplement se référer à ces instances supérieures là, qui sont des instances internationales et régionales. C'est simplement ça. Des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas que si la Cour dit non. C'est une décision, Esther. La décision de la Cour africaine. De la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait été déjà rendue par rapport à cette question, bien sûr. Mais la Cour, la CHDP avait demandé de remettre en cause la Constitution. Et tout ce qu'on a fait du début jusque-là, ce n'est pas que c'était la question du parrainage, ce n'était pas la question qui faisait obliger de la requête pour ce requérant-là. C'était des objets différents. Donc, à partir de cet instant, donc, les gens n'ont qu'à alors saisir à nouveau ces instances-là, internationales-là, pour soit avoir raison ou peut-être avoir la décision qu'ils veulent. Mais je précise, nous ne sommes pas en situation de blocage. Et le fait de demander que désormais les candidats soient parrainés n'est pas une invention du Bénin, ce n'est pas une innovation de notre pays. Ça se passe partout. Et donc, à partir de cet instant, pour moi, il n'y a pas de doute. On continue. Ricardo Kweku, dites-nous, est-ce que ces décisions de la Cour, notamment liées à la question du parrainage, aura vraiment des conséquences sur la prochaine présidentielle? Non, moi je ne trouve pas de conséquences parce que la loi, elle reste la loi et il faut la respecter. Et puis moi, je note trois choses. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Arnaud voudra bien dépassionner le débat, puisque pour que nous puissions justement nous entendre sur l'essentiel. Et puis, Félicien l'a si bien expliqué, les décisions de la Cour sont sans recours, nous le disons toutes les fois et nous le savons très bien. Et la Cour n'est pas partie, je dirais, ex nihilo pour rendre une pareille décision. Il y a eu des précédents. Et donc, c'est en fonction de tout cela que la Cour a analysé la requête formulée par une personne X, l'a instruite et puis a rendu sa décision. Et quand la Cour se déclare incompétente, c'est qu'on est obligé justement de suivre. Maintenant, nous ne sommes pas en situation, pour répéter Félicien, nous ne sommes pas en situation de blocage, on n'est pas dans l'impasse, puisque nous irons aux élections et que toutes les conditions seront remplies pour qu'il y ait une élection inclusive, pour que justement les candidats qui veulent avoir le parrainage puissent en solliciter et l'obtenir. Moi, je pense qu'il n'y a pas gros débat autour de ça. Arnaud a quelque chose à compléter? Non, mais ça m'amuse un peu d'entendre parler Ricardo parce que c'est pas là où tout d'avoir la passion. Je ne sais pas. Chacun est passionné. Non, c'est pour dire que quand nous avons des sujets sérieux, ne faisons pas semblant d'ignorer ce que nous vivons. Ne faisons pas semblant de ne pas être des Béninois, de ne pas vivre au Bénin. Parce que lorsque vous êtes au Bénin aujourd'hui, et on vous dit qu'il y a parrainage, par rapport à ça encore que ça dépasse. Le Bénin désormais, c'est un sujet d'actualité internationale pour le cas du Bénin sur les médias internationaux. Lorsque vous parlez de la présidentielle au Bénin, vous parlez du parrainage, on sait que ceux qui peuvent donner ce parrainage, ce sont des élus de la mouvance. Parce qu'il faut un certain nombre et aucun parti de l'opposition à la date nous sommes n'est en mesure de dire j'ai 16 parrains. Nous avons une Assemblée nationale monocolore remplie que des élus, donc appartenant à la mouvance. Nous avons sur 77 communes, soit 11 maires qui appartiennent à la mouvance. À partir de ce moment-là, ne faisons pas comme si nous ne sommes pas des Béninois. Ne disons pas sur ce plateau que tout va bien et que bon, tout va bien se dérouler, alors que nous vivons nous-mêmes la situation au Bénin et que nous sommes au Bénin. Est-ce que la partie opposante a fait cas de ce que les négociations pour le parrainage n'aboutissent pas? Permettez-moi de dire donc que ce n'est pas normal de dire que tout va bien et que bon, les élections vont se dérouler. Non, ce n'est pas normal. Mais c'est aussi facile de dire chaque fois que ça ne va pas. À partir du moment où nous avons conscience de ce que ça ne va pas, et que le chef de l'État, par rapport... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas sur la question du parrainage? Vous avez suivi parti sur la question du parrainage, quel est le problème? Pourquoi il prend l'engagement de faire en sorte que tout le monde ait les parrains pour aller à une élection telle que l'élection présidentielle? Mais s'il prend, justement, c'est parce qu'il y a inquiétude. Je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'il y a inquiétude. Alors ne disons pas ce parti qu'il n'y a pas inquiétude. Si le parti Salon prend cet engagement, c'est parce qu'il y a inquiétude. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez suivi les députés, vous avez suivi notamment tout récemment l'honorable de la Dati, qui a dit qu'ils vont dans le dialogue, ils vont pouvoir régler la question. Donc il faut pouvoir se dire d'abord. Mais pourquoi ne pas aller au dialogue et se stagner pour dire que ça ne va pas? Pour vous dire qu'il y a un souci. Et il y a eu ceci. Et face à ce souci, on a saisi donc la Cour constitutionnelle. Et j'ai dit, dans bien des cas au Bénin, ce n'est pas aujourd'hui. Mais où est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression
que la Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui arrive à nous sortir, à nous trouver des cadres pour sortir de ces soucis-là. Et j'ai posé le souci de 2019. Mais en 2019, quand il y a eu problème, mais la Cour a trouvé pas extraordinaire, alors même que le législateur n'a pas prévu le certificat de conformité. Mais la Cour a trouvé quand même qu'il faut quand même un certificat de conformité. Parce qu'il y avait un blocage dans ce temps-là. Je vous dis, il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y a pas un blocage. Cher ami Félicien, oui. le même, vous avez suivi plusieurs fois le président Joël Diogbenou, par rapport, par exemple, au fait que l'installation du COSLEPI avait dépassé les délais. Lorsque le président de la Cour de Diogbenou était installé, ils ont corrigé le fait pour dire que ce n'est pas parce qu'il y avait un problème. Et à partir du moment où le législateur n'a pas modifié, on ne peut rien ajouter à ce que le législateur a fait. Mais quand la Cour de Diogbenou, il y a eu un problème, il y a eu un souci, la Cour de Diogbenou a trouvé, alors même que le législateur n'a pas prévu le certificat de conformité, on a ramené le certificat de conformité pour résoudre un problème. C'est ça, de ça que je parle. La Cour, on sait que les décisions de la Cour sont sans recours, mais les décisions de la Cour ne sont pas exemples de critique. Moi, je suis béninois et j'estime que s'il y a un souci aujourd'hui, si on peut espérer, je ne dis pas que c'est l'absolu, mais je dis on pouvait espérer que la Cour apporte une solution, apporte une réponse. Ah non, nous sommes des journalistes. J'ai l'impression que vous aidez l'opposition et ceux qui n'ont pas compris l'esprit de la loi, d'accord, à s'enliser davantage. Parce qu'en fait, ce n'est pas si à l'Assemblée nationale il y avait des députés opposants que d'office ceux-là vont parrainer les candidatures de l'opposition. Vous êtes d'accord que la loi, c'est parce que la loi dit. Le parrainage, c'est pas que si je suis de la mouvance, je parraine un candidat de la mouvance d'office. Non, le parrainage est individuel. Est-ce qu'aujourd'hui, le parrainage n'a rien à voir avec l'opposition, est-ce que les élus, le nombre d'élus qu'il faut, qu'ils soient opposants, est-ce qu'il existe? Tous les élus, le parrainage n'a rien à voir. Tous les élus sont libres de parrainer. C'est simple. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou la mouvance. Vous êtes d'accord avec moi? Mais donc, si on veut se faire parrainer, on n'a pas besoin de dire son appartenance politique. C'est de convaincre celui qui doit parrainer le parrain et avoir son avis. Que ça. Il faut d'abord avoir un terme de logique. En termes de logique. Non, c'est nous qui compliquons la chose. Si nous ne voulons pas compliquer la chose, il faut d'abord que les autres aient la possibilité et qu'après, les élus, le moment n'est pas encore venu et que l'opposition s'est retrouvée dans l'impossibilité d'avoir de parrain. On n'en est pas encore là. À cette étape, l'opposition a déclaré qu'elle n'a pas pu avoir de parrain. On n'en est pas encore là. Est-ce que les négociations n'ont pas encore porté de leur côté? Jusque-là, on n'a pas encore eu écho de cela. Le débat que nous faisons, c'est du concret. Demain, l'opposition peut dire j'ai obtenu ou je n'ai pas obtenu. Voilà. Mais aujourd'hui, nous constatons les faits simplement. Et par rapport à la décision, puisque le sujet c'était la décision de la Cour constitutionnelle, je dis qu'on était en droit d'espérer. La Cour ne peut pas répondre à cette attente-là. C'est de son. On va continuer. On était en droit d'espérer que la juridiction puisse ressortir un peu une carte comme elle a su le faire en 2019 et renouer avec cette habitude que nous avons au Bénin. La Cour a rendu ses décisions. Les décisions sont sans commentaire. Alors, on va continuer avec le sujet de Ricardo Kweku, la poursuite de la tournée du chef de l'État. Alors, on va décrypter un peu les discours du chef de l'État. Actuellement, il est dans le Nord. Absolument. Peut-être avant de venir sur la tournée de réédition de compte du président de la République, je voudrais une fois encore nous rassurer et espérer, comme nous tous d'ailleurs ici, comme Arnaud, comme Félicien et comme vous, que les élections prochaines seront inclusive et que chaque candidat devra de son côté chercher le parrainage nécessaire. C'est important. Là, il y aura vraiment des débats d'idées et puis nous pourrons aller à l'essentiel. C'est pourtant plus sérieux que cette affaire de parrainage. C'est le fait d'avoir un candidat en LC. C'est plus sérieux même que l'histoire de parrainage. Le président n'a pas de candidat. On n'en connaît pas encore. On n'en connaît pas encore, mais on va continuer. On va continuer le débat. Non, on va continuer. Ricardo a la parole. Revenons donc à la tournée du président de la République. Je pense que c'est une suite. C'est la deuxième étape, le deuxième volet donc de cette tournée qui a démarré il y a donc quelques mois déjà. Le président de la République s'est rendu dans le Nord. Et moi, je voudrais qu'on s'intéresse peut-être au discours tenu par le chef de l'État. Le discours, visiblement, n'a pas changé. C'est un discours qui appelle non seulement à la mobilisation pour tout ce qui est fait, autour de tout ce qui est fait comme réforme depuis 2016, mais surtout appeler les uns et les autres à travailler pour un réel développement du Bénin. Il a parlé de la lutte contre la corruption qui constitue pour lui, je dirais, le cheval de bataille dans tout ce qui est fait. Et je pense que c'est le moment
pour chacun de nous. C'est le moment pour les politiques notamment de pouvoir tirer réellement le son de tout cela. Et il n'a de cesse de rappeler d'ailleurs tout ce qui a été fait depuis 2016, les différentes réformes qui ont été initiées dans tous les secteurs d'activité, aussi bien sur le plan économie, aussi bien dans le domaine des infrastructures, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'eau ou encore de l'électricité. Tous les domaines ont été impactés et c'est tout à fait normal. Et vous avez suivi la déclaration du président de la République qui a d'ailleurs promis faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour que le Parlement puisse réellement penser à constitutionnaliser en réalité cet exercice de reddition de comptes qui devrait permettre à chaque dirigeant élu à la tête d'un pays de retourner auprès donc des populations pour leur rendre compte. Et c'est tout à fait normal. Félicien Fayon, par rapport à la tournée du chef de l'État. Je pense qu'il n'a pas changé de discours. Il a beaucoup plus sensibilisé les populations et d'ailleurs nous tous d'ailleurs sur le fait que nous devons nous intéresser beaucoup plus à la gouvernance de notre pays. C'est une question politique mais beaucoup plus importante que les autres qu'il qualifie de détail. Je l'ai suivi hier à Gogounou où il disait que on n'a pas encore vu un citoyen saisir la criette par exemple sur un cas de malgouvernance, un cas de corruption, un cas de détournement. D'accord, on n'a pas encore saisi la criette pour demander qu'elle poursuive cette personne. Alors que ces cas, il y en a tous les jours. Nous les vivons tous les jours dans l'administration, on les vit partout, mais que des gens ne s'intéressent pas à ça. Mais on va saisir même des instances internationales simplement parce qu'on ne remplit pas les conditions, d'accord, de candidater, d'aller aux élections présidentielles. Oui, parce que, bon, on a des difficultés, on a des différends avec les juridictions au niveau national. Donc, lui, il estime que si lorsqu'on est né, on n'a pas collé, on n'a pas écrit sur nous que nous devons être forcément députés, nous devons forcément être maire ou président de la République. Pourquoi forcément s'attacher à ça alors que les tests ne vous en donnent peut-être pas l'autorisation, mais la capacité, la possibilité. Alors il y a des questions plus importantes. Donc il a invité les populations à saisir la criette, à saisir beaucoup, cette juridiction-là sur des sujets de corruption, de malgouvernance pour voir la réaction. La réaction de ces institutions-là, que nous on verra que effectivement il y a un outil, un dispositif qui est là aujourd'hui qui lutte contre la corruption et c'est ça qui participe en réalité selon lui à la démocratie. Maintenant que les autres décisions, les autres questions relatives aux droits de l'homme où on pense que parce qu'on ne peut pas aller aux élections, donc on l'a privé quelqu'un d'un droit, c'est devenu comme une question de vie ou de mort pour la personne ne s'en remet du tout pas. Et donc il a estimé que nous devons beaucoup plus s'intéresser, en tout cas au pays, à la gouvernance, à la bonne gouvernance bien sûr, à la lutte contre la corruption et tout ce qu'il faut. Donc ce discours, moi, ça m'a beaucoup ému. Je pense qu'il s'est adressé à travers ce discours, même aux derniers citoyens du Bénin pour que, même si tu vas à la SB pour payer ta facture et qu'on essaie de te rançonner, tu peux saisir la criette. Ou même si tu vas à la mairie, te faire légaliser un document et que là-bas on te reçoit mal ou bien on te demande encore de l'argent pour te le faire, tu peux saisir la criette et que c'est plus important. Ça participe à la bonne gouvernance parce qu'il estime que l'argent que des gens volent, c'est l'argent qui doit servir à construire notre pays et qu'il faut aider le gouvernement à lutter contre ce détournement-là pour que nous ayons les moyens de construire notre pays. Et il a même promis, il a dit, si le cap que nous avons maintenu maintenant, on peut le garder pendant 5 ans encore ou bien pendant encore des années, que nous allons voir que nous verrons derrière nous ces mauvais actes-là et notre pays va se retourner définitivement vers le développement. Alors, Arnaud Domanou, vos appréciations sur les discours du chef de l'État. Je ne dirais pas dans le même sens que Félicien, mon cher ami Félicien. Je dirais d'abord que le premier constat que je fais, c'est le premier constat que je fais, c'est des Béninois de plusieurs localités n'ont pas vu Patrice Talon pendant près de 4 ans. Et donc, après 4 ans dans le palais doré de Cotonou, c'est de bon temps qu'on sillonne un peu le pays quand même pour se faire de nouveaux sang et également pour combler la soif de ces Béninois-là qui ont quand même envie de voir le chef de l'État. Ça, pas pour verser dans du populisme, et puis comme on l'a vu dans le passé récent. Mais c'est intéressant quand même que le chef de l'État puisse se faire de nouveaux sang en faisant cette tournée-là. Mais cela dit, on a repris la seconde phase de la tournée. Vous avez suivi quand même quelques déclarations. Je parle notamment de la question que vous évoquiez tantôt par rapport à la criette. Les Béninois sont habitués à aller au niveau des commissariats.
Les Béninois sont habitués à se plaindre par rapport à leur situation. Mais est-ce que toutes les plaintes, laissez-moi, je viens à peine de... Laissez-moi pour vous dire que, aller devant les tribunaux, vous voyez que par rapport aux dossiers qui concernent chacun, la plupart du temps, les gens sont habitués à aller devant les juridictions, tout au moins aller au commissariat porter plainte pour qu'on puisse s'habituer à ça. Et lorsque vous parlez de la criette, par exemple, il faut un minimum, la criette pour des dossiers, il faut un minimum à partir de 5 millions, donc de 5 millions, en tout cas, à partir de 5 millions. Avant, et moins de 5 millions, il faut passer devant les juridictions ordinaires. Donc, les dossiers qui doivent concerner la criette, c'est à partir de 5 millions. Le citoyen lambda n'est sans doute pas dans cela. Et lorsque le chef de l'État, en faisant ce discours-là, parle d'un dossier de façon spécifique, le dossier de Maria Greta, alors que, en étant président de la République, par rapport à ce dossier, durant 4 ans, on aurait pu mieux faire, on aurait pu mettre les gens, donc, envoyer les gens devant la juridiction pour répondre donc de cette affaire de Maria Greta, et qu'au terme du mandat, on n'a pas pu le faire. Quelle est la bonne foi lorsqu'on demande aux citoyens lambda d'aller se plaindre par rapport à cela? Parce qu'il faut suivre le discours et par rapport à ce discours-là, poser les questions juste qu'il faut. Et à cela, je vais ajouter la question, quand vous soulevez également par rapport la question de la révision de la Constitution pour instituer la tournée, je ne sais pas, constitutionnaliser, c'est une tournée présidentielle. Je voudrais qu'on évite, par exemple... Pas pour constitutionnaliser une tournée, cas, mais la reddition du compte, pour constitutionnaliser vous savez, la reddition du compte. Je vous dis que, quand nous prenons même le terme même, la reddition de compte, le constituant a prévu que le chef de l'État passe devant l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, vous avez bien suivi que le chef de l'État présente l'état de la nation. Généralement. Est-ce mauvais d'aller pour le chef de l'État d'aller au contact de la population qu'il a élue et de lui rendre compte? Lorsque vous parlez de reddition de comptes, le constituant a prévu la juridiction de compte pouvoir, puisque l'Assemblée nationale devrait être l'émanation du peuple et donc de toutes les opinions pour pouvoir suivre véritablement le contrôle de l'action gouvernementale et contrôler également l'exécution, la bonne exécution du budget. Et au-delà de ça, le chef de l'État passe également à chaque fin d'année pour faire un discours sur l'état de la nation. Je dis qu'il y a eu plusieurs occasions, pour rendre compte. À l'Assemblée nationale également, on peut toutefois interpeller tel ministre ou tel gouvernement pour tel, si nous concevons tous que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple et que nous avons les élus, les représentants du peuple à ce niveau-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que... ce que je voudrais plutôt qu'on évite, c'est de pouvoir dire, pour un oui ou un non, on va saisir l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Au fond, c'est l'idée que j'aimerais qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là, pour qu'un chef d'État, n'importe comment, à n'importe quel pays, bon, je souhaite qu'on puisse réviser la Constitution pour mettre un tel point. Mais quand est-ce qu'on a révisé? Est-ce que nous en sommes là? Nous parlons du discours du Parti Talon sur le terrain. Je ne suis pas contre la déclaration par rapport aux réalisations, au point de réalisation, je ne suis pas contre. Mais je dis par rapport à ces discours, il faut les relever et souhaiter qu'on ne tombe pas après dans d'autres travers. Je pense qu'Arnaud et moi, nous n'avons pas encore eu la chance, d'accord, d'être chef d'État, peut-être qu'on le sera plus tard. C'est celui qui est là, Patrice Talon, qui a fait l'expérience et qui a estimé, après 4 ans, sinon 5 ans pratiquement, de pouvoir, qui a estimé quand même qu'il y a nécessité, d'accord, qu'on lui permette, mais qu'on permette au chef de l'État, pas forcément lui, Patrice Talon, d'aller rendre compte aux populations. Et si certainement il a fait référence aux députés pour réviser la Constitution, c'est pas un ordre qu'il donne, mais s'il l'a fait, c'est parce que depuis qu'il tourne, les gens estiment qu'il est en campagne. Et donc si un chef d'État se met à tourner, pour qu'on ne dise pas que c'est la campagne, mais qu'on dise oui, c'est inscrit dans la Constitution. Lui, il a l'expérience. Je ne sais pas parce que s'il va faire message à l'Assemblée nationale que c'est fini, ça suffit. Non, ne faisons pas en sorte que désormais, et il pense que les messages devant les députés on va mettre ça dans la Constitution. La Constitution n'est pas... ce sont vos propres idées. Un manuel de... Ce sont vos propres idées à notre moment. Ce sont vos idées personnelles. Et ce qu'il dit ne le dit pas, il ne le dit pas forcément pour lui, Patrice Talon, il le dit pour le chef de l'État. Et donc, peut-être vous demain... Il ne l'impose pas, il propose plutôt, n'est-ce pas? Je pense que Arnaud a commencé par dire qu'il fallait qu'on parle sérieusement et c'est ce que nous sommes en train de faire sans aucun doute. Il a commencé également par dire que pendant 4 années ou plus de 4 années, le président de la République n'est pas sorti, qu'il n'est pas allé au contact des populations et donc pour ne pas verser dans du populisme. Je pense qu'il a lui-même trouvé déjà la réponse à la question ou à l'inquiétude
qu'il soulevait, à savoir le chef de l'État pendant 4 années n'est pas sorti. C'est tout à fait normal quand on veut travailler, quand on veut changer quelque chose, de pouvoir se concentrer et de travailler. Et donc, après 4 années de gouvernance, le président de la République a décidé maintenant d'aller au contact des populations dans un exercice de reddition de comptes. Il faut pouvoir préciser ça. Et quand il dit qu'il va faire un plaidoyer pour que demain, un président de la République, tel qu'il soit, ne profite pas justement de cela pour faire une campagne précoce, je pense que c'est tout à fait normal. C'est non seulement pour régler un problème, mais régler ce problème à long terme en réalité. Et pour éviter également les polémiques autour. Pour éviter les polémiques, et c'est ce que Félicien expliquait. Je comprends les inquiétudes de mon cher ami et confrère Arnaud, mais cet exercice, je pense que c'était important de le faire et il va falloir le faire dans toutes les communes pour que ces populations qui, à un moment donné, lui ont confié, lui ont accordé la confiance, puissent savoir ce qui se fait. Un discours sur l'état de la nation, oui, c'est normal. Ça doit se faire à chaque fin d'année, c'est normal. Mais il faut pouvoir aller réellement rencontrer ces populations et communier avec eux. Je pense que c'est très important. Eh bien, vous savez qu'au fond, je crois que mes confrères me rejoignent. Au fond, c'est que il faut que les institutions fonctionnent. Vous savez qu'il y a des constats aujourd'hui que le Parti Salon fait sur le terrain. Il y a des choses qu'il estime qu'on aurait dû faire et qu'il estime que dans telle commune, par exemple, le péage n'a pas pu atteindre tel niveau de réalisation. Mais il fallait qu'il sorte pour constater cela. Évidemment, pour vous dire qu'en principe, si nos institutions fonctionnaient, si les députés jouaient convenablement leur rôle, le chef de l'État ne serait pas forcément être obligé de faire ce constat-là. Parce qu'en tout temps, on a des élus un peu partout. Des gens qui sont payés à des millions de francs CFA, qui ont des primes et autres. Et pourquoi ne peut pas jouer leur rôle convenablement à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement sur tel ou tel aspect, sur tel projet qui n'a pas pu être réalisé, sur tel projet inscrit dans les cycles budgétaires, mais qu'on n'a pas pu réaliser, ou dans les programmes d'action du gouvernement et qu'on n'a pas pu réaliser. Donc si en principe les institutions fonctionnaient, je ne fais pas une fixation sur la personne du Parti Salon, mais je fais je me préoccupe, je me tiens compte du discours simplement pour dire que c'est vrai qu'il a fait ces constats-là, mais Parti Salon passera. Donc finalement, le Bénin va rester après Parti Salon. Et donc tenons compte de ce que nous avons comme problème et décryptons par rapport à l'avenir et non par rapport à la personne du Parti Salon. Et vous nous rejoignez finalement. Alors, nous allons finir avec le dernier sujet de ce matin, le sujet relatif aux nominations. Je suis venu au cours de cette semaine en Conseil des ministres, à la chancellerie et au ministère de On a vu qu'à la Criette, le nom qui faisait le plus peur, quand on parle de Togbonon, finalement, il est revenu. Je pense que c'est une promotion pour ces cadres, notamment Michel Adjaka et le DAC Gilbert Togbonon, qui viendront maintenant de façon administrative gérer un certain nombre de choses. Pourquoi pas pour demain? C'est une promotion et c'est également une promotion sans doute pour l'ancien procureur de Cotonou qui retrouve aujourd'hui, je veux parler de Mario Metonou, qui retrouve aujourd'hui la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je pense que ça va donner un nouveau souffle à la Criette, mais surtout permettre que l'administration, que la justice fonctionne encore mieux pour le bonheur des populations, des justiciables. Votre avis sur la question, Adon? Je partage l'opinion de Ricardo, à une petite nuance près. D'accord, enfin. Parce que pour Mario Méthode, par exemple, je suis d'accord, c'est une promotion, et pour également Michel Adjaka. Mais pour Togbonon, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Lesquelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez que je ne peux pas tout à fait dire que c'est une promotion pour Togbonon, le tout puissant Togbonon à la Criette. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te retrouve du jour au lendemain DAC? Parce que vous savez que quand vous prenez par exemple les procureurs et autres, mais le patron direct, c'est le ministre de la Justice. Le patron direct, c'est le ministre de la Justice. Donc, ils n'ont pas une assiette directe avec le DAC ou le cabinet. Le patron, c'est le ministre de la Justice. Et encore que le ministre de la Justice peut donner des instructions. Par exemple, un procureur dans le cadre d'une affaire, au tribunal, dit, mais voilà ce que l'autorité a voulu, mais c'est ce que je propose, parce que après tout, c'est un magistrat. Mais lorsqu'on vous sort de cette position de procureur spécial et qu'on vous ramène
au niveau de l'administration, à ce poste-là, je ne sais pas. De mon point de vue, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas. Bon, je sais. Vous connaissez le processus? Non, mais c'est peut-être une glissade. C'est pas toute une chute. Mais vous constatez aussi également, pour faire plus sérieux, que les interventions, en tout cas, cette réforme au niveau du ministère de la Justice, fait suite au concours frauduleux. Parce qu'on a sauté entre-temps le DAC qui a été condamné, qui a été sauté, mais on balaie pratiquement tous les cabinets. Parce que l'IEG est parti, le DC également est parti. Est-ce que vous aviez souhaité ici sur ce plateau, bien sûr? Oui, tout à fait. J'ai même dit sur ce plateau qu'avec ce concours qui a été annulé, rien ne nous dit que les précédents étaient exemples de fraude. Vous avez constaté que récemment, on a annulé un autre concours pour vous dire que nous ne faisons pas une fixation sur les hommes. Vous n'aviez pas donné votre satisfaction? Non, mais j'étais tout à fait satisfait. Parce que je vous ai dit ici que les Béninois trouvent toujours le moyen de contourner le dispositif mis en place. Et si le dispositif qui a été finalement détecté, si la fraude a été détectée dans le cas du concours des auditeurs de justice, s'ils ont trouvé la faille, ça veut dire qu'il faut démanteler le réseau. Mais voilà, vous avez vu qu'il y a un autre concours qui a été annulé. Donc les faits m'ont donné raison. Sans doute, peut-être qu'il y a eu encore d'autres, il y a d'autres encore concours qui seront encore annulés. Mais pour vous dire que ce n'est pas, nous avons dit ici que ce n'est pas bien. Il faut que les Béninois, au-delà des tests, puissent quand même avoir quand même un esprit de civisme, de patriotisme. Mais on met en place un système pour empêcher la fraude. Et les gens ont déjà trouvé, avant même la fin du régime de Patrice Talon, les moyens de contourner ce système-là. Je dis que ce n'est pas bien pour le Bénin que nous avons et que pour le Bénin auquel nous aspirons tous. Félicien Fayon, oui. Moi, je pense que à tous les niveaux, il s'agit bel et bien donc des promotions. Voilà. À tous les niveaux. Même au niveau de Gilbert Togbono, c'est une promotion. Ce n'est pas parce qu'on vous enlève, par exemple, du poste de DG Port et qu'on vous nomme ministre de l'économie maritime qu'on vous a rétrogradé. Non. Peut-être que vous n'allez pas gagner le salaire du DG Port qui pourrait être supérieur à celui du ministre de l'économie maritime, que vous avez perdu un pouvoir. Non, c'est une promotion à tous les niveaux, parce que quand vous allez dans l'administration, selon l'architecture des ministères, quand vous voyez, il y a le ministre qui a son cabinet, il y a le DC, il y a son adjoint. Et le secrétaire général, je crois, si je me trompe, est la structure qui est en contact avec les autres structures sur le terrain, notamment les juridictions, les tribunaux. Tout ce qu'il y a, c'est le secrétaire général qui est en contact avec ça. Et or, on sait que dans l'administration, le DC et le DAC sont au-dessus du secrétaire général. Et donc, pour M. Togbono, c'est d'office une promotion, ça c'est clair. Peut-être qu'il ne sera plus aux affaires, comme on le voit tout le temps, et on crie son nom. Peut-être que ce n'est plus ça. Si c'est ça qui fait que les gens pensent que ce n'est pas une promotion, je pense que les gens se trompent. Pour sa carrière, dans son curriculum vitae, c'est une promotion. Hein. Il a quitté une cour, donc il est allé au cabinet du ministre, il est allé à la censure. Je crois que c'est une promotion. Seulement que c'est au niveau de M. Adjaka. Michel Diaka, pour ceux qui peut-être se rappellent de son histoire, pendant les 3 premières années, pratiquement de ce régime, ou 2 premières années, il était très acerbe avec ses critiques, tout ça. À un moment donné, il s'est tué. Il y a quelques mois, on l'a vu à la cour, je crois, on l'a nommé à la cour d'appel, je crois. Et puis maintenant, le voilà directeur de cabinet. Qui sait, peut-être que demain, il sera garde des Sceaux, on ne sait pas. Donc, peut-être sa promotion qui peut-être a un peu surpris, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a écrit sur Facebook qu'il a dû se faire une raison. Alors est-ce que c'est lui-même, ou bien c'est parce qu'au niveau des magistrats, il y a un ordre qu'on respecte dans les nominations et autres. Est-ce que c'est ça? J'avoue que je n'en comprends rien, mais son cas particulièrement est un cas qui spécialement m'a touché. Vous n'êtes pas du domaine, donc vous ne pouvez vraiment pas comprendre grand-chose. On va faire un tour de table pour les conclusions de ce débat de ce matin. On va commencer par Arnaud de Mahon. J'aimerais souhaiter, un peu comme la dernière fois où vous m'avez invité sur ce plateau, que 2021, l'année soit belle pour chacun et pour tous. Amen. Et surtout par rapport à la présidentielle, qu'on ait droit à une élection inclusive et que définitivement qu'on conjugue au passé les 3 événements de 2019. Je crois que c'est la plus grosse inquiétude des Béninois pour 2021. Et je veux compter sur les acteurs de part et d'autre, que sur le chef de l'État, que sur les acteurs de la mouvance de l'opposition, que chacun joue sa partition pour que véritablement la présidentielle soit une fête.
Ricardo Pecou. Non, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Ce fut un plaisir de partager ces moments de télévision avec vous et souhaiter une très belle et fructueuse année à tous nos amis téléspectateurs et puis espérer que notre Bénin soit toujours ce Bénin dont nous rêvons, un Bénin justement développé, un Bénin où justement il va faire bon vivre, un Bénin dans lequel chaque Béninois se sentira à son aise. Félicien Fayon. Moi, c'est ce débat à l'approche des élections qui m'intéresse souvent beaucoup parce que depuis plusieurs années, à chaque élection, sinon l'approche de chaque élection, il y a souvent ces discussions, ces débats au niveau de la classe politique et au niveau donc de nous, les journalistes également. Il y a ces discussions que nous faisons jusqu'à ce que le processus ne finisse et en toute quiétude et puis ça passe. Mais moi, je voudrais rassurer les téléspectateurs, les Béninois que ce qui se passe actuellement aux États-Unis est la preuve de ce que nous, on n'a même pas à s'inquiéter. Parce qu'en fait, si ce pays de grande démocratie a pu aller aux élections et qu'il y a de contestation de résultats au point même où le chef de l'État, pour passer service, pose problème, je pense que nous, on n'a même pas à s'inquiéter. Si ce n'est que les histoires de parrainage, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter et tout va se passer dans la paix. Eh bien, chers amis téléspectateurs de E-Télé, 3 sujets étaient à l'ordre du jour de ce numéro de l'hebdo des éditorialistes. Il s'agissait bien sûr des nominations, de décryptage des nominations survenues en cours de cette semaine au ministère de la Justice. Eh bien, la poursuite du chef de l'État, les discours ont été décryptés. On a parlé également des décisions de la Cour constitutionnelle, la décision survenue jeudi 7 janvier 2021. Nous en avions parlé avec les confrères que sont Félicien Fayon, il est journaliste au quotidien Le Matinal, Ricardo Loïc Pecou, journaliste à la télévision nationale, Arnaud Doumaou, journaliste au quotidien La Fraternité. Merci de nous avoir suivis. Tout juste après nous, vous suivrez à 13h30 le bulletin de l'information de la rédaction de E-Télé, puis l'équipe de Dimanche C'est Politique se retrouve pour le débrief de ce numéro. Merci de nous avoir suivis.